L'écologie humaine est basée sur un constat simple. Le désastre environnemental est une conséquence de la violence faite à l'être humain. Voilà pourquoi, dans ce podcast du courant pour une écologie humaine, nous valorisons les personnes qui tentent de créer des chemins de sortie de l'époque moderne. Abonnez-vous pour être alerté des prochaines actus. En février 2023, on a rencontré Yann Kenney, un navigateur qui a fait le tour du monde sur un mini-bateau qu'il a construit lui-même. Il nous partage son aventure, la solitude, l'ouverture d'esprit et celle du cœur qu'il a vécu lors de ces moments d'extrême liberté. Yann Kenney, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis un navigateur, j'essaye de faire des trucs rigolos, j'essaye de pas me faire des choses très compliquées dans la vie et pas stressantes. J'imagine et je construis et je navigue sur des petits bateaux. Alors qui est Baluchon ? C'est mon petit bateau avec lequel j'ai fait le tour du monde, mais c'est surtout comme une petite maquette de petit garçon qui a fait une maquette le soir dans sa chambre et qui est parti faire le tour du monde avec. Donc c'est plus qu'un bateau, c'est toute une philosophie de l'enfance et leur rapport au monde, à l'immensité du monde. Donc, plus mon bateau est petit, plus la mer est grande. Et puis, en plus, c'est vraiment un plaisir de bricoler, de fabriquer son petit bateau. Alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé à construire votre propre bateau ? Pourquoi c'est important pour moi d'avoir construit mon bateau, c'est que j'aborde la navigation un peu différemment des autres. Et il me faut un bateau un petit peu sur mesure. Et puis aussi, j'adore la technique, imaginer des nouveaux trucs. Donc, construire un bateau, c'est fait pour moi, finalement. Je ne me serais pas du tout amusé sur un bateau construit par un autre ou un bateau d'occasion que j'aurais acheté, que j'aurais rafistolé. Ça ne m'aurait pas procuré autant de plaisir que de fabriquer mon bateau et de l'imaginer moi-même. Parce qu'évidemment, il ne ressemble pas aux autres bateaux. Quand on le voit, il est assez étrange. Quand j'arrive quelque part, il interpelle et finalement, il est adapté à ma façon de naviguer, à ma façon d'aborder les problèmes qui sont un petit peu originaux quelquefois. La particularité de Baluchon, c'est qu'il est déjà tout petit, 4 mètres, mais surtout, il est tout adapté à moi, il est simplifié au maximum. Il n'y a aucune chose qui peut casser, ou si ça casse, je peux le réparer hyper facilement. Il n'y a pas de technologie compliquée, c'est le bateau le plus simple possible. Mais bizarrement, faire un bateau simple, c'est assez compliqué parce qu'il faut réfléchir beaucoup avant. Quand on a déjà appris à naviguer sur d'autres bateaux, il y a des façons de faire qui nous paraissent normales alors qu'elles ne sont pas forcément. Enfin, il y a d'autres façons de faire. Donc, ça permet d'aborder les problèmes d'une manière différente. Je suis complètement autodidacte. Quand j'ai appris la voile, je me suis lancé dans la baie à côté de chez moi, du côté de Saint-Brieuc, en Bretagne Nord. Alors, j'ai fait des petits tours pour commencer. Alors, j'ai cafouillé un petit peu parce qu'il fallait apprendre les bases que je connaissais pas. Puis après, des tours un peu plus grands. J'étais aux îles anglo-normandes, qui sont au milieu de la Manche. Puis après, jusqu'à l'Angleterre. Puis après, un tour dans l'Atlantique. Et puis, l'étape d'après, c'était un tour du monde. Et puis, c'est surtout quelque chose que je rêvais depuis que je suis tout petit. Et donc, c'est un peu la concrétisation d'un rêve, finalement. Ici, on a des rêves, il faut les réaliser. On ne peut pas les réaliser tous parce que j'en ai des centaines, mais de réaliser quelques-uns, c'est très, très important. On ne peut pas faire autrement. Alors, s'il faut réaliser ses rêves, comment est-ce qu'on le fait ? De quoi est-ce qu'on a besoin pour partir à l'aventure comme vous et réaliser un rêve ? Pour vivre une aventure, pour beaucoup de gens, il faut des tonnes de moyens. Et les tonnes de moyens, ce n'est là que pour rassurer. On peut faire des grandes aventures avec 2 fois rien. Moi, mon bateau m'a coûté très peu. Je l'ai construit tout seul dans mon garage. Finalement, le plus dur, c'est de se lâcher et puis d'arrêter de trouver des excuses, qu'il faut des moyens, qu'il faut ça, qu'il faut des partenaires. Et les moyens, ce n'est qu'une excuse. On peut faire des grandes choses avec très, très peu. Il n'y a pas de limite à nos rêves. Il faut se lancer. Vous avez décidé de partir à l'aventure en solitaire. Quelle relation est-ce que vous avez avec le contact social ? Avant mon départ, le contact n'était pas facile avec les autres, sûrement qu'il me faisait un peu peur. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon voyage, c'est grâce à mon petit Baluchon, qui paraissait tellement atypique, les autres gens venaient vers moi, ils se demandaient mais qui c'est ce type sur ce petit bateau et d'où il vient. Et donc, ça m'a permis d'aller à la rencontre des gens. Et finalement, c'est un petit peu la surprise de ce voyage, c'est que mon bateau que j'avais conçu au départ sûrement pour fuir un petit peu le reste de l'humanité, finalement, ça m'a rapproché d'eux. Et puis j'ai fait des centaines de rencontres complètement incroyables, de gens que je n'aurais jamais pu imaginer de rencontrer en temps normal. Et finalement, mon petit bateau m'a permis de faire une passerelle entre mon monde et le monde des gens. Je me suis aperçu qu'eux aussi ont des rêves, ils ont des rêves d'évasion. Bon, alors j'aime bien me retrouver en solitude, en mer, en pleine solitude, mais les escales étaient d'autant plus magnifiques que je rencontrais aussi plein de gens. Et du coup, à l'inverse, quelle est votre relation avec la solitude ?
Alors, la solitude, c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser au fil des années. Ça permet de se grandir un petit peu et puis de se recentrer, de se ressourcer et de ne pas être influencé par d'autres façons de penser. Ça nous permet de réfléchir, de faire un petit peu d'introspection. Et c'est pas si facile que ça d'avoir de l'introspection à terre parce qu'on est un peu sollicité tous les jours. On entend la radio, la télé. Là, on se retrouve tout seul au milieu de l'océan. On arrive à avoir un peu de recul sur la vie à terre. Et donc ça, c'est assez passionnant. Et je pense que tout le monde devrait avoir un petit peu de moments de solitude pour s'écarter du monde un petit peu, pour réfléchir. Quand on revient vers les autres, finalement, on a un petit peu plus de maturation et on a un peu plus de recul sur la folie du monde un peu. Alors il y a souvent beaucoup de personnes qui pourraient être attirées par l'aventure mais ne se lancent pas car elles appréhendent un certain inconfort. Comment est-ce que vous avez vécu cet aspect-là de votre voyage? J'ai pas la même notion du confort que tout le monde. Dormir sur une planche en bois, ça me fait ni chaud ni froid. Ce côté un petit peu ascétique me plaît beaucoup et j'aime bien la notion d'effort, hein. L'effort me procure un peu de plaisir aussi. Et puis l'inconfort me dérange pas du tout. Donc, puis bon, on essaie toujours de dépasser un petit peu ses limites quand même. Ça fait partie un petit peu de l'être humain, je pense. Le but, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort. Sinon, bah, je serais resté chez moi dans mon canapé et il ne me serait pas arrivé toutes ces aventures. Et bon, j'aurais été moins épanoui. Mais ça n'empêche qu'il y a certaines personnes qui aiment bien rester dans leur canapé et il faut respecter ça. Est-ce que vous étiez préparé au risque, même à la probabilité de casse de matériel sur votre bateau pendant le voyage? Et comment est-ce que vous abordiez cette possibilité? J'adore la bricole, même plus que la bricole, la bidouille. J'adore retaper des trucs avec des bouts de ficelle. Et puis, bah, c'est toujours plus sympa de rafistoler des vieilles choses que d'en acheter des neuves, enfin, je trouve. Et puis, c'est un petit plaisir aussi de créer, une fois qu'on a réparé un objet qui était cassé ou un moteur qui ne fonctionnait pas ou n'importe quoi. Ça procure aussi beaucoup de plaisir de l'avoir retapé. Plus de plaisir, à mon avis, que d'en acheter un neuf. Et en mer, bah, on est un petit peu en plus obligé de le faire. Évidemment, on ne peut pas emmener toutes les pièces de rechange du monde, donc il faut savoir réparer avec les moyens du bord. Et ça me procure aussi beaucoup de plaisir. J'adore ça. Alors, la débrouille, c'est aussi l'autonomie, l'indépendance, et ce sont des qualités qui sont souvent associées à la liberté. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette notion de liberté? Qu'est-ce que ça évoque la liberté? C'est le fait de ne rien devoir à personne d'autre qu'à soi-même. Si j'ai envie de partir demain avec mon petit bateau, je pars demain avec mon petit bateau et personne ne va m'empêcher. Même si mon bateau n'est pas en règle avec les affaires maritimes ou les règles internationales de bateau, je pars quand même sans demander l'avis et qu'est-ce qu'on va dire de nous et qu'est-ce que je risque. Et évidemment, le risque fait partie de la vie, hein. On va tous mourir un jour ou l'autre. Qu'on traverse l'océan tout seul sur un bateau de 4 mètres ou qu'on traverse la rue hors des passages piétons, même sur les passages piétons, on peut se faire écraser. On a tous cette peur de l'accident ou de la mort et ça nous enlève pas mal de liberté, je pense, ce genre de choses. Il faut dominer un petit peu toutes ces angoisses naturelles qui nous permettent de maintenir en vie, mais à un moment, il faut aussi il faut faire fi de toutes ces peurs, quoi. D'après vous, quelle était la partie la plus difficile de votre voyage? Que ce soit avant le départ, pendant votre traversée, après, vraiment la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confronté? J'ai pas eu à surmonter de très grandes difficultés. La plus grande difficulté, finalement, c'est de lâcher prise. Dans mon aventure, avant, je travaillais à terre comme tout le monde. J'étais même fonctionnaire, j'avais une vie très rangée. Finalement, la plus grande difficulté, peut-être, ça a été de démissionner de mon travail qui était c'est sûr et confortable. Donc, c'est ça la plus grande difficulté, c'est de se libérer un petit peu des contraintes terrestres et des contraintes sociales. Et une fois qu'on est libéré de ça, tout est assez facile. Et finalement, c'est ça la plus grande difficulté, c'est de lâcher prise au départ. Tout de suite en pleine mer, on n'a plus de repères, on ne voit plus la terre et on a une impression d'immensité qui est à peu près sans égale sur Terre, à part dans les déserts ou de sable ou de glace. Le rapport à l'infini qui est assez saisissant et on se sent vraiment tout petit. On fait face à l'immensité, quoi. Donc il y a un côté philosophique de se retrouver face à l'immensité et puis ça nous remet à notre condition d'insignifiant, quoi. Donc ça nous remet à notre place finalement, l'immensité de l'océan. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Je suis d'un naturel assez contemplatif, hein. Je peux rester comme ça planté
un soleil, sous un ciel magnifique, ou devant des oiseaux, ou devant des dauphins, ou devant un coucher de soleil, ou devant un paysage magnifique. Je peux rester comme ça planté pendant des heures. La beauté des paysages ou des instants, ça permet d'avoir quelques instants de grâce qui sont vraiment magiques. Ça fait un rapport assez spécial avec l'univers. On se demande s'il y a quelque chose après, au-delà, ou s'il n'y a rien, ou si c'est simplement merveilleux, ou s'il faut chercher quelque chose, des raisons dans tout ça, ou c'est simplement profiter de l'instant présent. Donc il y a tout un mélange de sentiments qui sont assez merveilleux. Et c'est vraiment oui, comme je dis, des instants de grâce que je souhaite à tout le monde. Alors vous avez, au cours de vos aventures, passé beaucoup de temps en mer. Et est-ce que vous avez constaté visuellement beaucoup de pollution au cours de votre voyage? J'ai découvert effectivement alors pas des continents de plastique, mais pas mal de pollution, surtout à l'approche des côtes et dans certaines régions. Au milieu de l'océan, on n'en voit pas trop. Mais tout d'un coup, on arrive dans des zones où c'est complètement recouvert de déchets plastiques. Et là, c'est quand même assez impressionnant, surtout que beaucoup de plastiques on a l'impression qu'ils sont jetés là depuis la veille, alors qu'on est quand même à plusieurs milles de toute côte. Alors moi-même, je me retrouve là, je n'ai pas le lieu d'être là, et les plastiques non plus, mais n'empêche, il y a ce côté un petit peu gâchis, et puis le fait de ne pas respecter son environnement, c'est assez triste. Est-ce que vous avez une anecdote d'un moment particulier, qu'il soit anodin ou exceptionnel, pendant votre voyage, qui vous revient particulièrement en tête, même après la traversée? À mon retour des Açores, donc à la fin de mon voyage, où j'étais un petit peu triste que ça se termine, et en plein milieu, j'ai rencontré quelque chose complètement irréel. J'ai croisé un gros canard en plastique. Enfin, c'est ce qu'utilisent les chasseurs pour attirer les vrais canards. C'était en plein milieu de l'océan Atlantique, à des centaines de milles de toutes côtes. Ça m'a un petit peu subjugué de le voir, ce petit canard qui naviguait comme ça, comme si de rien n'était. Donc j'ai fait un parallèle avec ma navigation à moi, où je me déplace aussi d'une manière incongrue sur l'océan. Lui, il se laisse dériver, et moi, je me suis un petit peu laissé dériver aussi un petit peu. Et donc, c'est comme ça une rencontre improbable de navigateurs comme ça, hors du temps. Et puis, c'est tout un symbole. Il a navigué des centaines de milles tout seul en plein milieu de la mer. Il a rencontré des tempêtes, il a traversé des zones de navigation. Et c'était un moment assez magique, mais d'un côté, un moment assez triste, parce que peut-être qu'il aurait aimé que je le remorque et que je le ramène à bon port. Et finalement, j'ai hésité. Puis après, c'est difficile de récupérer des objets en pleine mer. Et je repense souvent à lui. La vision de ce canard sur l'océan me revient souvent à l'esprit. Alors on a parfois du mal à s'imaginer la différence entre la vie à terre et la vie en mer. Il y a sûrement tout un tas d'éléments, comme par exemple la notion du temps qui doit changer drastiquement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, pour vous, comment est-ce que vous vivez ce rythme complètement différent sur terre et en mer, et quel impact ça a sur vous, sur votre vie? Depuis que je suis arrivé, j'étais presque obligé de m'acheter un agenda. C'est quelque chose qui ne me convient pas du tout, de prévoir que le temps, à telle heure, il y a rendez-vous avec machin. C'est quelque chose qui est assez stressant pour moi. Alors qu'en mer, on n'a pas ce genre de choses, et on n'a plus l'objectif de date. En plus, le bateau est très lent, donc on sait qu'on arrivera dans X jours, peut-être dans très très longtemps, mais la notion du temps en mer est complètement perdue. Finalement, il n'y a que le jour et la nuit qui rythment le voyage. Mais le voyage pourrait durer des années ou des semaines, que ça ne. On ne se projette pas sur l'avenir. On ne peut pas se projeter sur l'avenir. Il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir des tempêtes. On se concentre que sur une sorte de moment présent. Et les petits détails tous les jours, des fois, il y a trop de vent, donc il faut réduire un peu la voilure. Mais c'est que des choses qui ne sont pas prévues. Il n'y a pas ce rapport d'agenda très pesant dans une vie de terrien. Moi, mon retour a été un petit peu difficile pour ça, parce que, en plus, il y avait des contraintes un petit peu, des gens qu'il fallait que je voie, ou des interviews, ou des choses comme ça. C'était des choses qui se passaient la semaine d'après ou le mois d'après, et ça, je ne peux pas me permettre. Enfin, mon esprit ne pouvait pas admettre que dans un mois, il y a quelque chose. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, et encore, c'est réagir que dans l'instant présent. S'il faut régler sur quelque chose du bateau, c'est parce que le vent a monté d'un coup, il y a trop de vagues, ou il y a des choses comme ça, mais c'est des choses qu'on n'a pas eu besoin de prévoir. Donc, dans les grandes traversées comme ça, la notion du temps disparaît complètement, sauf la veille du départ, où là, il faut se dire, il faut ressortir l'annuaire des marées. Dès qu'on arrive à terre, il y a une notion du temps qui est complètement différente, et assez stressante pour moi. À ce sujet, il y a autre chose que vous retrouvez quand vous arrivez à quai après un long voyage en mer, c'est l'administration. Quelque chose qu'en général, on n'aime pas trop. Il faut quand même quelques règles administratives pour que tout le monde navigue un peu et en sécurité, et que ça se passe bien.
Mais c'est vrai que moi, j'ai un rapport assez compliqué avec l'administration. Même à terre, j'ai jamais été vraiment en règle. Mon bateau n'a pas vraiment de papier non plus. Effectivement, quand j'arrive à terre, j'ai un problème de relation avec l'administration qui est toujours un petit peu difficile. Alors souvent, ça se passe assez bien parce que mon bateau est tout petit, puis on voit bien que je suis pas un bandit international, mais souvent, il y a des complexités qui sont complètement ubuesques, surtout quand on arrive d'une longue période en mer complètement libre, on fait ce qu'on veut, et tout d'un coup, il y a des règles, et ça, c'est un petit peu difficile, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que que ça se passe bien, surtout maintenant où c'est un peu numérique, c'est de tout centraliser on fait une demande à une administration qui après transmet aux autres administrations. Alors, ça commence à être fait dans certains pays plus développés, mais dans des pays plus pauvres encore, c'est encore loin d'être le cas. Il y a tout un rapport avec l'autorité qui est un petit peu difficile parfois pour les marins. Maintenant, vous avez réalisé votre rêve, ou du moins un de vos rêves. Qu'est-ce que c'est pour vous la suite du projet? La suite du projet, c'est effectivement de repartir le plus rapidement possible sur un autre tour du monde et cette fois aussi de faire un tour par des régions plus nordiques. Et j'ai toujours aussi rêvé de faire un rêve à la Jack London, un petit peu, de me balader dans la forêt, d'avoir une cabane et de couper du bois. Donc, c'est un fantasme que j'aimerais réaliser. Donc, encore une aventure en solitaire. Finalement, on est tous des êtres un peu solitaires qui essayons tant bien que mal de survivre, enfin de s'épanouir dans le monde. Et finalement, la rencontre de l'autre, c'est quand même l'aventure ultime, il faut faire un effort, il faut sortir de sa coquille, il faut s'ouvrir. Je pense que c'est ça un petit peu le but de chacun, c'est de s'ouvrir à l'autre, quoi, et de s'adapter et de faire en sorte que ça se passe bien, les relations entre les gens. Ça, j'ai découvert ça petit à petit pendant ce voyage, finalement. Paradoxalement, même si c'est un voyage solitaire, ça a permis de se fissurer un petit peu cette carapace qu'on se crée tous plus ou moins au fil des temps et puis de s'ouvrir plus facilement. Pour le mot de la fin, Yann Kenney, est-ce que vous pouvez partager avec nous pourquoi vous faites ça? Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais à quoi ça sert de ce que vous faites? Le but, c'est juste de se faire plaisir. Il y a pas, je ne dis pas aux autres comment faire, comment naviguer. Chacun trouve sa petite voie à soi-même. Mais moi, ça me fait plaisir. Me suis épanoui, je me suis éclaté dans ce tour du monde. Et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir eu autant de plaisir à un moment dans la vie que ce que j'ai eu pendant ce tour de monde, pendant ce voyage. Il m'a fait grandir aussi, qui m'a changé, qui a changé un petit peu le regard que j'ai sur les autres. Et puis qui m'a apporté vraiment du merveilleux et puis de la contemplation et puis un petit peu de confiance en soi aussi. Donc voilà, j'ai grandi grâce à ce voyage et je souhaite à tout le monde d'en faire autant. Yann Kenney, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager votre histoire avec nous. C'est toujours un grand moment de bonheur d'écouter quelqu'un qui a eu le courage de vivre ses rêves à fond, de se donner le moyen d'être libre et de se faire plaisir, hein, tout simplement. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux podcasts inspirants sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et abonnez-vous également à notre newsletter mensuelle. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou à national@écologiehumaine.eu.